Je pense qu'on va pouvoir lancer les hostilités, en tout cas. Moi, je vous remercie à tous de nous faire le plaisir d'être ensemble pendant ces 2 prochaines heures pour discuter d'un sujet qui est très d'actualité dans la filière ponte, qui est celui de l'ovosexage. Donc, j'ai le plaisir ce matin d'être avec vous, d'accueillir Philippe Juvin, qui va nous faire aussi le plaisir de conclure cette matinée, ces 2 petites heures, à parler d'ovosexage et plus généralement d'élimination ou d'arrêt de l'élimination du poussin mâle dans la filière ponte. Alors, je vais être accompagné aussi aux manettes par Marie. Marie qui s'occupera de bien regarder le chat et toutes les questions que vous pourrez avoir envie de poser pendant ce webinaire. N'hésitez pas à les poser. On prendra le temps entre nos petites thématiques de la matinée d'échanger ensemble. Alors du mieux qu'on peut, parce que malheureusement, on est dans un format webinaire un peu télé-réalité, on va dire comme ça, bien chez soi, c'est parfait. Ça manque un petit peu de vie quand même tout ça. Néanmoins, n'hésitez pas à interagir avec nous via ce chat pour poser toutes les questions ou réagir à ce que vous aurez entendu pendant cette matinée. Alors, je vais bien évidemment remercier nos sponsors, Novoponte et Loman France, qui nous ont fait aussi le plaisir de nous soutenir dans ce webinaire, tous deux étant aussi en première ligne, puisque les accouveurs de la filière ponte sont en première ligne de cette problématique de l'élimination du poussin mâle. Je les remercie en tout cas de nous avoir fait le plaisir de nous soutenir. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de démarrer directement. Pour vous présenter en quelques mots le menu, de ce webinaire qui va être assez dense et qui, je l'espère, va bien passer dans ces 2 heures. Et après cette courte introduction, je vais rapidement vous présenter le contexte et les enjeux qui se cachent derrière l'élimination du poussin mâle en filière ponte et passer également un bon moment à détailler les méthodes actuelles, mais pas qu'actuelles d'ailleurs, un petit peu d'histoire, ça fait jamais de mal, pour parler de ce sexage innovo. Et on prendra le temps, après ces deux premiers topos, de répondre à vos questions. J'espère qu'ils seront nombreuses. Avant d'attaquer les 2 points suivants, la vraiment difficile question de la sensibilité de l'embryon, qui naît de cette question de l'ovosexage, que l'on discutera ensemble autour d'une vision un peu plus bibliographique des choses, bien sûr. Et enfin, pour sortir de la bibliographie, même si il est intéressant de regarder ce qui a pu être travaillé, tout du moins du point de vue du consommateur, puisque effectivement, cette délicate question de l'élimination du poussin mâle en filière ponte a un impact sur le consommateur, pas toujours très bien informé. Et on discutera rapidement ensemble de son point de vue, en tout cas de ce que l'on en connaît. Et c'est pas toujours si évident que ça. Voilà, ensuite, enfin, pour conclure cette matinée, je laisserai Philippe nous présenter le point de vue de l'interprofession, la vision de l'interprofession et l'état des discussions qui sont en cours autour de cette problématique et de l'utilisation de l'ovosexage en filière ponte. Voilà, j'espère que vous êtes bien et confortablement installés. Je vais dérouler cette présentation pendant maintenant ces 2 petites heures. En avant. Alors, pour démarrer et enchaîner sur ce contexte et les enjeux qui peuvent se cacher derrière l'élimination des poussins mâles en filière ponte, je vais vous rappeler très simplement un peu d'histoire, qui est que, effectivement, depuis plus de 100 ans maintenant, l'aviculture se spécialise. Et elle s'est spécialisée, évidemment, comme vous le savez tous, en 2 productions, celle de la production d'œufs et celle de la production de volailles de chair. Et si on regarde cette petite image de droite, cette spécialisation qui fait l'efficacité, qui nous permet d'être compétitifs et qui permet de fournir des produits de qualité à des prix tout à fait accessibles aux consommateurs, depuis les années 50 notamment, et puis l'accélération des technologies de sélection notamment, la poule pondeuse, elle, a multiplié par 2 sa production d'œufs, et le poulet de chair, lui, a quasiment multiplié par 4 sa croissance.
Et malheureusement, puisque le monde n'est pas parfait, spécialiser ces animaux se traduit malheureusement par une incompatibilité, ou en tout cas par ce qu'on appelle une corrélation négative entre la sélection sur ces caractères de reproduction ou ces caractères de croissance, ce qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui, ou en tout cas pas tout à fait efficacement, travailler la ponte et la croissance d'une façon efficace. La petite image de droite, hein, et pour l'illustrer aussi, si vous regardez ces deux volailles qui, quand on le regarde de loin et qu'on n'a pas un œil expert, pourraient se ressembler un peu. Toutefois, un poulet rosse élevé jusqu'à 35 jours a une conformation, un rendement en viande, ce qu'on demande à cet animal finalement, qui est sans comparaison avec une génétique de souche ponte, élevée là 63 jours, hein, sur cette photographie des données de Muller, avec, et c'est caractérisé par l'angle de Brechet ici, un rendement à viande qui est très très différent. Donc c'est vrai que cette spécialisation qui fait l'efficacité de nos produits avicoles a conduit à ce constat, finalement, dans la filière ponte, d'une, on va dire, non-valeur du poussin mâle, en tout cas, une valeur qui est difficilement acceptable pour l'élevage de ce poussin mâle, et a conduit cette filière à son élimination à un jour. Cette élimination à un jour, effectivement, elle est inacceptable. Je pense que tout le monde peut être d'accord sur cette question. Et les citoyens qui de plus en plus sont attentifs aux questions de bientraitance et de bien-être animal, et parfois bien aidés par le poids des mots et le choc des photos, comme est la devise de Paris Match, et souvent l'outil qui est le plus employé par nos amis des défenseurs welfaristes, évidemment, cette image du poussin qui est éliminé à un jour est absolument acceptable, et la pression est très forte, voire très très forte aujourd'hui autour de cette question. Et il est effectivement nécessaire pour la filière d'y trouver une réponse. Et ça fait quelques années que la filière y travaille, et on va en rediscuter un petit peu après. Alors, justement, ces ONG welfaristes, si on les interroge, et quand on les interroge, elles sont assez d'accord pour évoquer cette problématique de l'élimination du poussin mâle comme un problème d'abord éthique. Ce n'est pas vraiment un problème de bien-être animal, puisque le poussin va être éliminé par des moyens qui ne le font pas souffrir, en l'occurrence. Donc, on est bien dans une problématique éthique et une vision de la société qui, au fond, est complètement inacceptable, puisque l'inutilité de ce poussin mâle pose question, et pose question en termes de fonctionnement de la filière. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, elles nous encouragent, ces ONG, très clairement, à aller très rapidement vers des alternatives. Elles nous demandent de nous assurer effectivement, bien sûr, que ces alternatives ne fassent endurer aucune souffrance par les poussins mâles, qu'ils soient embryons ou, dans le cas de l'élevage de ce poussin mâle issu de la filière ponte, évidemment que les conditions d'élevage de ces animaux soient les plus respectueuses de leur bien-être. Évidemment, de leur point de vue, ça ne peut pas être partiel. On ne peut pas se poser la question de l'élimination du poussin mâle sur seulement une partie de ces animaux. Elle n'est tout simplement pas acceptable. Il faut aller vite et il faut une réglementation. Et c'est tout à fait la question qui a été soulevée maintenant en octobre 2009 autour des ministres franco-allemands de l'agriculture, donc Didier Guillaume à l'époque et Julia Klöckner, qui ont annoncé ensemble qu'il fallait mettre fin à cette élimination du poussin mâle. Et non seulement ils l'ont annoncé, mais ils ont donné une date qui est la fin de l'année 2021. Alors, comme vous l'aurez remarqué, on est en 2021 et l'échéance approche. Et les Allemands, eux, n'ont pas tellement attendu, puisque assez récemment, le 20 janvier dernier, ils ont voté un projet de loi qui a pour objet l'interdiction de l'élimination du poussin mâle à partir de janvier 2022, donc c'est demain. Et non contents de cette annonce, l'ont accompagné d'une obligation de soutien technique pour aller vers une technique de sexage qui soit la plus précoce possible, et si possible, avant le 6e jour, et on reviendra sur cette question un petit peu tout à l'heure. Alors, si on se
pose la question d'où en est la France, notre nouveau ministre de l'Agriculture, lui, il est très clair. Il est dans la droite ligne de ce qui avait été annoncé précédemment, c'est-à-dire la fin de l'année 2021. Il souhaite une feuille de route française. Elle est à construire, elle est en construction. Et évidemment, c'est donc un travail qui est en cours. Et Philippe nous en reparlera, je pense, en conclusion de ce webinaire. Mais les choses avancent assez vite. Si c'est une question allemande ou française, c'est, et on le souhaiterait d'ailleurs, une question qui pourrait être européenne. Alors si les Allemands, eux, ont déjà mis un premier pas vers l'arrêt de l'élimination du pouce à mâle, la Suisse, elle, l'avait déjà interdit au 1er janvier 2020. Enfin, elle avait interdit le broyage des pouces à mâle, qui est souvent l'image qui est mise en avant par nos ONG, hein, et qui est problématique. Elle a interdit le broyage du poussin mâle, elle n'a pas interdit l'élimination, puisque cette élimination perdure, notamment grâce à la technique du CO2 qui est tolérée, sachant qu'en Suisse, les poussins mâles sont pour une bonne partie aussi valorisés sous la forme d'élevage de souches duales à double fin, on y reviendra rapidement, ou alors dans l'alimentation animale, notamment pour le zoo. Alors, l'état des lieux, hein, pour les autres pays de la zone européenne, la France, je l'ai déjà dit, elle s'est engagée vers l'arrêt de ce poussin mâle pour la fin de l'année 2021. Et on peut dire qu'on est un tout petit peu regardé par nos voisins, puisque les Pays-Bas aussi, suite à ces annonces, ont, sur le plan politique en tout cas, hein, annoncé qu'ils s'engageraient pour un arrêt de l'élimination des poussins mâles fin 2021. L'Espagne aussi, en tout cas les pouvoirs publics espagnols en ont parlé, je ne l'ai pas évoqué ici, mais l'Italie se met également en ligne pour arrêter l'élimination du poussin mâle à horizon fin 2021. Donc vous voyez, c'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui arrive sur le terrain, et évidemment, il faut qu'on avance. C'est pas qu'un enjeu européen, c'est un enjeu mondial, et vous le verrez tout à l'heure, puisque les travaux sur l'ovosexage sont des travaux qui sont mondiaux. Le monde, c'est 7 milliards de poules qui sont mises en place par an, à la louche, évidemment, donc 7 milliards de poussins mâles. L'Europe, c'est à peu près 300 millions. Et la France, elle, pour ce qui va nous concerner, c'est 110 millions d'œufs incubés par an. On a notre spécificité brune, puisqu'on élève 85% de la production, peut-être un peu plus, en souche brune, et ça a son importance, on le reverra dans les méthodes d'ovosexage qui sont disponibles aujourd'hui, ce qui fait qu'on doit s'intéresser, se pencher sur ces 42 millions et demi de poussins de souche brune et ces 7 millions et demi de poussins de souche blanche qu'il va le falloir, et évidemment pour lesquels il va falloir qu'on trouve une solution. Alors, ces solutions, elles existent. Elles existent pour certaines depuis finalement assez peu de temps, puisque même si on parle de sexage in novo depuis quelques années, on voit maintenant arriver, et c'est bien pour ça que cette thématique prend de l'importance aujourd'hui, ce sexage in novo arrive sur le marché avec des outils dont on parlera tout à l'heure, et qui sont des outils qui peuvent répondre à la question sur le plan, on va dire, industriel. L'utilisation de souches à double fin est aussi une alternative possible, c'est-à-dire des génétiques qui sont aptes à produire des poules avec une production d'œufs et des volailles qui peuvent être valorisées en volailles de chair. Et évidemment, une autre possibilité reste l'élevage des frères de poules, c'est-à-dire si on ne modifie pas les génétiques actuelles de poules pondeuses, on peut utiliser ces frères de poules aussi et les élever pour valoriser leur viande. Et on imagine bien qu'entre une souche à double fin et un élevage de frères de poules, il pourrait exister un panel de solutions qui permettrait de gérer un compromis entre ces deux méthodes. Des initiatives existent, donc on va dire que c'est déjà parti. On n'est plus dans une réflexion qui est uniquement scientifique sur la méthode, on est sur déjà des œufs commercialisés et issus soit d'ovosexage, soit d'élevage de souches duales. Les Allemands, d'ailleurs, ont une approche assez intéressante, puisque du distributeur, on parle de Rewe ici avec Celeg, on reparlera de ce producteur de méthode, ou Aldi avec Planteg, ont démarré des partenariats pour mettre fin à l'élimination du poussin mâle par l'ovosexage.
des éleveurs allemands aussi, ont fait la promotion et font la promotion, notamment en élevage biologique, de l'utilisation de souches à double fin. Autre solution, enfin, façon de procéder, les Suisses, eux, très simplement, hein, que ce soit la Coop et Migros, qui sont deux distributeurs de retailers suisses, ont également annoncé la fin de l'élimination du poussin mâle, en tout cas, ont assuré qu'ils se fourniraient auprès de producteurs qui assureront que le poussin mâle n'a pas été éliminé par les méthodes classiques. Enfin, la France aussi a démarré et propose aujourd'hui, notamment pour ce qui a été très commenté dans la presse, le partenariat entre Louis Carrefour et la société AAT, qui est un fournisseur de méthodes de sexage, propose aujourd'hui déjà des œufs issus, des œufs issus de poules ayant été ovosexés. Et de la même façon, ces legs que l'on a retrouvé avec Reveux ici, en partenariat avec Poolhouse et Cocorette, proposent également aujourd'hui des œufs dont on garantit qu'ils sont issus de poules qui ont été ovosexées. Coquette Mayenne, c'est aussi un travail de niche avec un producteur qui utilise des souches dites duales et valorise des coquelets et des œufs ensemble. Alors, évidemment, les choses sont déjà lancées, les méthodes, donc, évidemment, elles existent. Leur évaluation, elle reste un tout petit peu à discuter. Et la mise en route, et vous le verrez, on en rediscutera un peu plus tard, de cet ovosexage pose quand même quelques questions et de nouvelles questions. Donc, Itavi, en partenariat avec le CNPO et financé par le ministère de l'Agriculture, et grâce à la SNGTV et au SNAC, participe à ce projet dit Young pour Qualifying Ovosexing. On est toujours très très fort dans les noms de projets, a pour objet d'évaluer les méthodes, et pas que d'ovosexage d'ailleurs, d'évaluer la possibilité d'aller vers ces méthodes, de veiller effectivement aussi à ces méthodes, puisqu'elles sont nombreuses, elles sont pour un certain nombre encore en développement, et de travailler à l'évaluation de scénarios prospectifs pour la mise en place de cet arrêt de l'élimination du poussin mâle dans la filière ponte française, évidemment en tenant compte des contraintes économiques et par une évaluation, et pas que, d'ailleurs, par une évaluation qui soit la plus multicritère possible, puisqu'il faut qu'on s'intéresse à l'impact de ces méthodes et qu'on réfléchisse, et en tout cas que l'on soit bien conscient, non seulement de l'impact économique, mais pourquoi pas de l'impact environnemental de nos choix. L'environnement devient de plus en plus important, l'impact social dans le fonctionnement des couvoirs, par exemple, et évidemment que l'on soit capable d'assurer que ces méthodes, qui ont été rapidement mises sur le marché, soient sans problème sanitaire, soit respectueuse et soit éthique, puisque évidemment on répond à une question qui est d'abord éthique. Donc il ne faudrait pas qu'on soit capable de répondre à une question avec une mauvaise réponse. Donc cette partie éthique est très importante et évidemment il faut qu'on réfléchisse ensemble à la faisabilité à court terme, puisque comme vous l'avez constaté, la pression, en tout cas politique, est forte pour aller vers ces méthodes. Voilà ce que je pouvais vous dire en guise d'introduction ou pour poser cette problématique. Maintenant, je vais essayer de détailler un tout petit peu les méthodes actuelles, les méthodes en développement, les quelques méthodes qui, dans l'histoire, nous ont intéressé la recherche et ont débouché sur des solutions techniques. Alors, pour vous poser un petit peu le débat quand même, même si on parle d'ovosexage depuis maintenant quelques années, mais que c'est pas si vieux que ça, ça fait maintenant quelques 3 ou 4 ans que l'ovosexage commence à arriver comme un sujet d'intérêt pour le terrain. Évidemment, ça fait 50 ans que nous spécialisons ces poules pondeuses, ça fait 50 ans que des solutions alternatives à l'élimination du poussin mâle se recherchent, en tout cas. Elles ont été vraiment diverses et heureusement aujourd'hui, et grâce à la technologie, il faut bien en être conscient, elles se précisent. Bon, un petit préambule technique.
chez les oiseaux domestiques, quand même, on parle de sexe ratio primaire, puisque c'est bien ça que l'on veut faire évoluer. Hein. Le rêve, évidemment, de tout accouveur ou même de toute partie prenante de cette filière ponte serait qu'on soit capable de ne faire éclore que des femelles et qu'on soit capable de choisir le sexe de ces animaux très en amont et le plus en amont possible. Et malheureusement, de toute façon, la nature est faite ainsi. Le sexe ratio dit primaire est bien équilibré chez les poules pondeuses. Il est de 50-50, donc on a toujours pour le moment 50% de mâles et 50% de femelles. Et un autre petit élément qui va avoir son importance pour quelques méthodes, il faut savoir que le sexe des oiseaux, hein, et notamment les chromosomes sexuels, sont Z ou W, la différence d'XY pour nous, et qu'à la différence également de l'XY, donc du mâle que je vais représenter ce matin, la femelle, elle, porte l'hétérozygosie, c'est-à-dire qu'elle est ZW, et les mâles sont homozygotes, ZZ. Juste une petite introduction, ça pourra servir pour après. Alors, c'est la question qu'on se pose depuis assez longtemps, finalement, que la recherche se pose depuis longtemps, c'est est-ce qu'il est possible d'orienter le sexe ratio? Et ça, est-ce qu'on peut le faire en amont et en modifiant l'environnement, tout simplement, d'incubation, pourquoi pas, ou d'élevage des reproducteurs. Une très bonne synthèse de Batelier en 2004 le présente, puisqu'on sait que chez les espèces sauvages, ça existe. On sait que selon la disponibilité en nourriture, la mouette, elle va faire éclore plus de mâles que de femelles quand ça manque un peu de nourriture. On sait que l'influence sociale aussi est capable d'orienter le sexe ratio chez la fauvette de Seychelles et le perroquet electus. C'est assez marrant la recherche à constater que finalement, selon l'intérêt de la progéniture pour les parents, les, les parents étaient capables d'orienter par des phénomènes qu'on comprend mal encore aujourd'hui le sexe ratio de leur progéniture. Tout simplement, si le mâle est plus utile que la femelle, il va éclore beaucoup plus de mâles que de femelles. La température aussi est connue pour avoir son importance sur le sexe ratio, notamment sur cette espèce, le talgal de Latam, là, qui est un oiseau australien. Et là, l'explication est assez simple, c'est un écart de maturité sexuelle entre le mâle et la femelle qui fait que quand il fait chaud, il est plus intéressant de faire éclore des femelles et quand il fait froid, plus de mâles. Pourquoi? Parce qu'ils arriveront à synchronisation de leur maturité sexuelle ensemble pour favoriser la reproduction. Donc voilà, on sait qu'il y a des phénomènes dans la nature qui permettent d'orienter ce sexe ratio depuis longtemps et on avait le secret espoir que chez le Gallus, ça soit la même chose. Eh bien, pas de bol, rien. Ce qui a pu, en tout cas, être publié sur le sujet est assez maigre. Les seuls éléments qui fassent, en tout cas aujourd'hui, que l'on connaissait sur un effet des conditions sur le sexe ratio, c'est le moment de l'éclosion. Il est connu que les femelles éclosent en premier et que l'âge des mâles, sa fertilité probablement, et le taux d'éclosion ont tendance aussi à faire chuter la proportion de femelles. C'est les seuls éléments connus, en tout cas dans l'espèce Gallus aujourd'hui, dont on sait qu'ils ont un impact sur le sexe ratio. Et pas forcément très favorable quand on regarde l'âge du mâle et le taux d'éclosion, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le canard mulard, lui, on sait qu'il y a des éléments favorables au sexe ratio et on sait d'ailleurs qu'il y a une préférence pour le mâle. Alors ça tombe bien dans la filière canard mulard. On sait que ce sexe ratio monte au-delà des 50% et peut se promener entre 60 et 65% des œufs fertiles, expliqué malheureusement par une surmortalité embryonnaire. Donc on ne parle pas de sexe ratio primaire, là, on ne parle pas d'un déterminisme de l'œuf, on parle de conditions d'incubation et de fragilité potentiellement des femelles lors de son développement embryonnaire. Voilà pour cette petite histoire. Il y a d'autres travaux sur le sujet pour tenter d'orienter ce sexe ratio. J'en ai sorti un exemple ici autour des ultrasons. Alors c'était un travail de 2002 en appliquant des ultrasons sur des œufs des moins de 58 grammes ou 65 grammes dans ce travail de vétérinarie et Ulchi, on impacte le sexe ratio. Alors vous allez me dire, c'est un immense et très mauvais exemple, mais en tout cas, ces ultrasons, ils ont eu un impact colossal
sur le sexe ratio, puisque avec les ultrasons, il n'est plus né que 11% de femelles. Et évidemment, ici, on est aussi sur de la mortalité embryonnaire euh, qui est absolument pas ce que l'on va rechercher. Hein. Vous pensez bien que ce que l'on cherche là pour notre filière ponte, c'est qu'il reste des femelles. Mais en tout cas, ces méthodes, on sait qu'elles agissent et on sait qu'elles ont un impact. Et ça a donné lieu d'ailleurs à, peut-être vous en avez entendu parler, à la création d'une start-up qui s'appelle Soho, qui est une start-up israélienne et qui communique, sans beaucoup d'explications hein, pour être honnête, sur une combinaison de facteurs pendant l'incubation, basée sur de la température, de l'humidité et du son, qui permettent d'orienter le sexe ratio, et chez la poule pondeuse, en faveur des femelles, Dieu merci, avec a priori, sur le plan expérimental, jusqu'à 80% de femelles sur une éclosion et de 60% dans la grande majorité des cas, ce qui n'est donc pas d'une grande efficacité, mais ce qui leur en permet en tout cas de communiquer. La petite histoire ne dit pas si ce sexe ratio est obtenu simplement par une mortalité embryonnaire plus importante des mâles. Et c'est probablement malheureusement ce qui arrive. D'autres indicateurs ont été étudiés parce qu'on sait, encore une fois, que dans les espèces sauvages, la forme de l'œuf est un déterminant, en tout cas, permet de déterminer le sexe de l'embryon. Et il a été démontré en 2013 que ce qu'on appelle le shape index, qui est une espèce de représentation de l'ovale de l'œuf, que plus il est élevé, plus la probabilité de femelle est importante. Bon, je vous ai mis le petit R2 ici en indication. Ce petit R2 il signifie que la probabilité est de 25% fois plus élevée, ce qui n'est pas quand même une immense probabilité, ce qui ne va pas permettre, en tout cas, d'en faire un outil extrêmement pertinent. L'odeur de l'œuf, c'est plus surprenant, a donné lieu à des publications récentes, mais il a été démontré, notamment chez la caille japonaise, et ça de façon très précoce hein, dans le développement embryonnaire, des J1 et des J8, qu'on était capable de capter des molécules ou des profils de molécules émanant de l'œuf qui pourraient être une signature du sexe de l'embryon. Cette observation expérimentale donne lieu aujourd'hui hein, à un dépôt de brevet d'une société qui s'appelle Novatrans, autour d'un projet qui s'appelle TerraEgg, et qui a pour objectif d'ovosexer sur cette base des odeurs émises par l'œuf, d'ovosexer à J2. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations sur ces technologies qui peuvent paraître prometteuses. En tout cas, on n'a absolument aucun élément sur son efficacité. Alors voilà, cette image est intéressante et je remercie d'ailleurs la société AAT de me l'avoir fournie parce qu'elle nous permet de faire un petit focus sur, en tout cas, un bon nombre de technologies qui sont en développement, de projets en tout cas qui sont en développement pour travailler à l'ovosexage. Donc, vous le voyez, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 projets sont en cours au niveau mondial et je pense qu'il y en a d'autres, ce n'est pas tout à fait exhaustif, mais l'ensemble de ces méthodes vous montre, hein, et l'ensemble de ces projets montre quand même aussi l'importance de l'ovosexage que cet ovosexage en tout cas peut représenter pour la filière œuf. Je vais essayer de les détailler un peu, peut-être pas tous, mais une bonne partie en tout cas. Alors, le premier, je vais commencer par celui-là, c'est l'édition de gènes. Vous avez peut-être tous entendu parler de ce fameux ciseau moléculaire, le CRISPR-Cas9, qui est un outil permettant d'aller dans un génome, découper une partie de ce génome pour remplacer ou insérer un gène choisi. Alors, c'est pour ça que je vous avais précisé tout à l'heure que le ZW et le ZZ étaient importants. Je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, on va insérer dans des cellules de lignée femelle, de lignée mâle, pardon, enfin, lignée femelle, pardon, excusez-moi, on va insérer donc ce fameux CRISPR-Cas9 hein, qui a pour objet d'aller chercher dans l'ADN un gène ou en tout cas un gène d'intérêt et d'insérer une protéine, en tout cas c'est l'objet de cette édition de gène pour l'ovosexage, une protéine qui code pour une protéine fluorescente. Donc, c'est un code qui code pour une
protéine fluorescente que l'on va insérer sur le gène Z, donc le gène représenté homozygote chez le mâle. Et à partir donc de ces, évidemment, animaux génétiquement modifiés qui portent le gène de cette protéine fluorescente, sur la première génération, on va pouvoir produire des femelles et des mâles porteurs de ce gène. Si on a effectivement des reproducteurs porteurs de ce gène, et notamment si cette femelle est porteuse de ce gène, en la croisant avec un mâle qui, lui, va être homozygote de façon sauvage, enfin, dans la lignée de reproduction en tout cas, on va pouvoir produire des poussins dont les mâles, puisqu'ils sont porteurs d'un gène Z et pas du tout sur le W, qui est le marqueur de la femelle, des mâles qui vont être porteurs de ce gène de la fluorescence. Et vous remarquerez que les femelles, elles, seront tout à fait sauvages, puisque ce gène a été édité que simplement sur le gène Z. Donc les femelles seront issues de gènes parfaitement sauvages, simplement les mâles seront marqués par cette protéine fluorescente. Et finalement, on va arriver à quelque chose d'assez assez extraordinaire, hein, si on le considère pour notre problématique, puisque on sera capable des J0 avant l'incubation, simplement en passant l'œuf sous une lumière, et vous avez l'œuf femelle à gauche et l'œuf femelle à droite, de détecter le sexe de l'œuf avant sa mise en incubation. Et ça, c'est effectivement une solution idéale, entre guillemets idéale, bien sûr, pour la filière œuf, puisque vous pouvez imaginer déjà d'une part l'utilité de pouvoir trier très tôt en termes de place d'incubation, d'efficacité, en termes de cette problématique que l'on va évoquer tout à l'heure, qui sera celle de la sensibilité de l'embryon quand il faudra le trier. En tout cas, une méthode qui, sur le papier, paraît idéale, qui a été développée et qui est mise à disposition aujourd'hui par une société et une université, Exit, qui a beaucoup communiqué sur le sujet, et le CISRO, qui est un organisme public de recherche australien, qui peut proposer cette méthode, en tout cas, de marquage des lignées reproductrices. Alors évidemment, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, là, on est sur une technique OGM qui, sur le plan éthique, va poser effectivement d'autres questions. L'autre technique, qui est celle qui est probablement la plus ancienne, est celle qui a commencé à être publiée par Weizmann en 2013-2014 autour du dosage hormonal. Ce dosage hormonal est celui du sulfate d'estrone, qui, dans le liquide allantoïque, commence à être assez présent entre 7 et 10 jours d'incubation et qui va permettre, par son dosage et par la quantité que l'on va pouvoir doser, de reconnaître des mâles et des femelles avec une bonne précision, puisque dans ces publications, quand on fait ces tests à J8, quand l'auteur fait ces tests à J8 et J9, la précision augmente très fortement avec l'âge, mais néanmoins, elle nécessite évidemment un prélèvement de liquide allantoïque. Elle est dite donc invasive, cette méthode, et dans ces premières publications de 2013-2014, des pertes d'éclosabilité sont assez fortement observées. Elles varient de 1 à 3,5% en souche brune et jusqu'à 13% en souche blanche, qui peut-être est plus sensible à ce prélèvement de liquide allantoïdien. On est toujours dans une phase recherche. Effectivement, dans leurs travaux, pas de problème sur les performances des poulettes épondeuses des femelles issues de cet ovosexage. Mais cette méthode, en tout cas, qui commence maintenant à dater en termes d'approche de recherche, a fait l'objet d'un partenariat dans son développement entre l'université de Leipzig, puisque Weizmann était dans l'université de Leipzig à partir de cette recherche, avec Hatchtech, fournisseur de matériel de couvoir, et Rewe Group, donc un distributeur. Tous se sont mis ensemble pour proposer une alternative donc à l'élimination du pouce à mâle et un outil d'ovosexage avec une première méthode qui va jusqu'à la certification. C'est la méthode CELEG, et qui va jusqu'à la certification, dont on pourra peut-être entendre parler dans un futur proche, la certification RESPEG, donc la certification d'œufs issus de poules dont on n'a pas éliminé le mâle.
Cette machine, CELEG, aujourd'hui est disponible sur le terrain, elle est utilisée. Donc, comme je vous le disais, à partir des travaux initiaux, on est aujourd'hui sur une méthode qui est dite invasive, c'est-à-dire qu'on va prélever du liquide allantoïdien, et la technique de prélèvement a beaucoup évolué depuis 2013. Elle est effectivement aujourd'hui très raffinée, donc on est capable d'aller chercher une goutte de liquide allantoïdien et de tester euh, ce, ce, euh, cette sulfate d'estrone. Cette machine, alors je suis désolé, les images ne sont pas très belles, mais à partir d'une mise, vous le voyez en tout cas pour illustrer le fait qu'elle est tout à fait adaptable à un couvoir et un outil de production. Cette machine, une fois que les œufs sont sur ce carrousel, va percer la coquille grâce à un laser, donc un tout petit perçage, qui va permettre un prélèvement, une aspiration en fait d'une goutte de liquide allantoïdien et le dosage en 30 minutes quand même, donc ça nécessite un peu de temps d'attente pour les œufs, à une vitesse qui est assez intéressante, 3500 œufs à l'heure, ça commence à être intéressant, même si ça reste assez lent finalement, mais en tout cas avec un taux d'erreur de sexage qui est finalement de 2 à 3%. Pour information, quand on sexe les animaux un jour, le taux d'erreur est beaucoup plus faible que ça, il est autour de 0,5% maximum. En tout cas, une méthode qui est industrialisable, est industrialisée et qui donne plutôt de bons résultats. C'est en tout cas la première méthode qui a été automatisée disponible. On estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près de 3 millions de poules en Europe qui ont été issues de cette technique autour de la démarche RESPEG, notamment dans les pays allemands, mais également en France. Aujourd'hui, l'outil, il n'y en a quand même pas énormément. Il y a un couvoir à Barneveld qui est équipé avec une machine. On estime qu'il peut sortir 3,5 millions d'œufs par an, de femelles par an, pardon. Et elle va arriver en France assez vite, puisque la société Respect France a été créée fin mars 2021 et un couvoir français va démarrer la prestation d'ovosexage et la démarche va pouvoir démarrer dans le courant normalement du deuxième trimestre. En tout cas, c'est ce qui était annoncé. Donc, on en entendra parler en tout cas assez rapidement. Voilà pour cette méthode. Je peux vous parler aussi d'une deuxième méthode, qui est une méthode sœur de CELEG, puisque le partenariat aussi autour de Plant Egg, qui a pour objet aussi la détermination du sexe assez précocement, grâce à Aldi, Hatchtech, que vous retrouvez aussi, et c'est pour ça que j'appelle cette méthode une méthode sœur de CELEG, et Planton, qui est un laboratoire de biologie moléculaire, a pour objet là d'aller chercher directement l'ADN et de marquer l'ADN des mâles et des femelles. Ça, on comprend bien qu'il va être assez facile, en tout cas par ces méthodes ADN, d'y arriver et que potentiellement c'est assez efficace. Alors la méthode est une méthode sœur. Pourquoi? Parce qu'elle utilise le même outil. Elle est aussi invasive. Il faut quand même aller prélever du liquide allantoïdien et la concentration en matériel génétique suffisante pour une bonne détection, elle est efficace aujourd'hui à J9. Elle a l'immense intérêt, comme sa consoeur CELEG, d'être utilisable sur toutes les génétiques. Ça, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est la même chose. Elle a une vitesse de sexage qui est à peu près du même tenant. Les erreurs de sexage, alors on aurait pu s'attendre à mieux pour le moment, mais elle est annoncée aux alentours de 2 à 3%. Il y a de la marge de progrès, pourquoi? Mais dès qu'on touche à l'ADN, au fond, la difficulté, c'est les contaminations croisées. Et effectivement, il faut être certain qu'on ne rentre pas de contamination croisée pour la détermination de ce sexage. Et c'est pour le moment encore une méthode qui est, de notre point de vue, en développement, assez prometteuse. Elle n'est en tout cas pas disponible sur le terrain en tant que telle pour le moment. Une troisième méthode, celle issue des travaux de Bruins et Steins en 2014, autour de dosage, encore une fois, de marqueurs métaboliques cette fois. Donc des combinaisons d'acides aminés, de glucose, en tout cas de molécules, qui vont signer effectivement le sexe de ces animaux. Bon. Cette start-up Innovo a pas mal communiqué. Elle est issue d'un partenariat entre la société Evonik, un grand industriel de la chimie qu'on connaît bien pour sa production d'acides aminés notamment, New Protein, un capital risqueur, et l'université de Leiden.
Et ils utilisent comme technique de dosage la spectroscopie de masse et notamment des systèmes assez récents de dosage ultra rapide. Ils sont capables de tester jusqu'à 3 échantillons à la seconde. Donc, d'ovosexer très rapidement avec cette méthode. La machine s'appelle Ella, on va donner un petit nom sympa. C'est aussi une méthode invasive. Vous le voyez hein, sur la petite photo ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a ces petites canules ici qui sont désinfectées entre chaque prélèvement. Et ils estiment aujourd'hui, en tout cas ils garantissent, une erreur de sexage aux alentours de 5%. C'est quand même assez important, mais la machine est rapide. Elle est capable de sortir 5 millions de poules par an. Et pour le moment, encore au stade expérimental, entre guillemets, on va dire un expérimental terrain, puisqu'ils ont commencé les incubations dans un couvoir industriel. Mais pour le moment, 150 000 poussins sont sortis. Gageons que nous aurons un peu plus d'éléments pour cette méthode dans les temps qui viendront. Alors maintenant, on passe aux méthodes optiques qui vont coupler une analyse d'image et des modèles mathématiques pour l'interprétation de ces images. Elles ont l'immense intérêt d'être sans contact direct avec l'œuf, et puis la différence des précédentes, elles n'utilisent pas de réactif. Donc la spectroscopie en premier lieu, c'est la spectroscopie par fluorescence ou Raman. Ce sont des travaux qui sont plus récents, issus de l'université de Dresde. Là, l'idée, c'est d'appliquer évidemment le laser. La spectroscopie, c'est l'application d'un signal lumineux et d'analyser une réponse de longueur d'onde, donc d'un profil de longueur d'onde, que l'on sait pouvoir distinguer des mâles et des femelles avec une assez grande efficacité. Donc sur la photo ici qui est issue de la publication, vous voyez qu'il y a un grand trou qui va être fait dans l'œuf. Non, c'est pas comme ça que cette méthode va être réalisée, je vous rassure, à terme. Et c'est donc Agri-Advanced Technology, qui fait partie du groupe Vejoine, qui travaille activement au développement de cette méthode qui a pour objet de répondre à la question de la précocité de la méthode d'ovosexage, puisque les deux précédentes étaient aux alentours de J9 quand même. Là, on descendrait à J5 avec une technique qui, à partir d'une analyse de la forme de l'œuf et de l'endroit idéal, c'est-à-dire le repérage des vaisseaux sanguins accessibles, permettrait un découpage de la coquille sans toucher à la membrane coquillaire. Donc, c'est même de la très, très haute technologie. Une analyse par le signal et le rebouchage de la coquille pour permettre une reconnaissance du mâle et de la femelle avec une technique assez efficace. En tout cas, elle est aujourd'hui encore en cours de développement. C'est une technique qui peut-être sera disponible dans les années à venir. Celle que l'on connaît probablement le mieux est celle maintenant qui a trait à l'imagerie hyperspectrale. Alors l'imagerie hyperspectrale, c'est un joli nom, tout ça. Si on veut tenter d'expliquer ce qu'est l'imagerie hyperspectrale, les spécialistes me sauteraient à la gorge. Dieu merci, on est eurobubinaire, donc ça ne va pas pouvoir se faire. Mais comment on va la définir? Finalement, quand on envoie un signal, on va avoir la capacité d'analyser un spectre lumineux, la réponse d'un spectre lumineux sur une petite partie, sur un tout petit pixel finalement d'une image. L'imagerie hyperspectrale, elle permet d'avoir une vision plus structurelle, on va dire, plus en 2 dimensions en tout cas, 2 dimensions d'une image. Elle va analyser le profil global d'une image et en donner un descriptif de spectre extrêmement riche. Donc c'est énormément d'informations. Ce serait la signature spectrale d'une photo. C'est ce que j'explique ici. Et pour s'en donner une espèce d'image concrète, je vous ai mis deux petites images en dessous avec 2 poires qui sont bien reconnues par l'imagerie spectrale et qui est utilisée aujourd'hui pour notamment être capable de trier des défauts qui sont ici identifiés en marron et en bleu, et avec la capacité de l'outil qui est auto-apprenant de par les algorithmes mathématiques qui y sont accolés, être capable de dire quel type de défaut et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc c'est vraiment un outil de tri intéressant, utilisé aussi pour reconnaître des types de récoltes et du potentiel de quantité de récolte, que ce soit pour des fruits, etc. Donc cette méthode a été appliquée par l'université de Leipzig à une particularité finalement des souches brunes
qui est celle de leur dimorphisme sexuel. Alors ces souches brunes, elles se caractérisent par un poussin mâle qui est plutôt blanc et par un poussin femelle qui est plutôt marron. Donc, ça s'applique absolument bien à cette technique d'imagerie, hein, qui va permettre de sortir des spectres assez différents. Et après de nombreux tests, l'université de Leipzig s'est rendu compte qu'à partir de J11, on était capable de prédire le sexe avec 60% d'erreurs, jusqu'à J14 avec 97% de bonnes réponses. Donc, c'était une technique en 2007 déjà prometteuse qui s'est bien améliorée depuis et qui a été donc utilisé par AAT pour aller dans le détail de cette détermination du sexe de l'embryon, notamment, et c'est tout l'intérêt de l'outil, qui va se faire une image de ces poussins, parce qu'évidemment, tous les poussins, c'est pas juste malheureusement des poussins tout blancs et des poussins tout bruns. La vie est plus compliquée que ça, et c'est dans ce gris finalement, hein, dans ces femelles ou mâles qui sont pas toujours très simples à visualiser, que la machine et la capacité mathématique de l'algorithme de reconnaissance qui va apprendre, hein, des images qu'on va pouvoir lui proposer, permet aujourd'hui le développement d'une machine qui s'appelle Sheggy, qui est aujourd'hui disponible et qui est utilisée en France, hein, qui est présente dans le pouvoir Highline de l'ODEAC, qui est une méthode donc qui est non invasive, puisqu'on va juste prendre finalement une photo de l'œuf, qui est utilisable à J13, donc évidemment que sur les souches brunes, comme je vous le disais, mais qui donne une performance qui est très très bonne, puisque les erreurs de sexage sont inférieures à 2%. Même si les fournisseurs de méthodes le disent bien, une perte d'efficacité, d'éclosabilité de 10% existe. Alors, on va revenir un petit peu sur ces causes, hein, mais c'est vrai que ces pertes d'éclosabilité, elles existent dans toutes les méthodes, elles ne sont pas toujours disponibles aujourd'hui, je vais vous en reparler, mais en tout cas, elles nécessitent pour le moment, et il faut bien le comprendre, hein, que ces machines qui commencent à être utilisées sont encore utilisées avec des mises en place manuelles, avec des conditions qui ne sont pas tout à fait idéales. On est encore un peu dans l'expérimentation, même dans ces couloirs. Euh, et cette machine à AT, elle a quand même l'immense intérêt d'être extrêmement rapide. On était sur 3500 œufs tout à l'heure, on est sur 20 000 œufs. Donc une machine qui est capable d'aller jusqu'à 10 millions de femelles par an dans une utilisation classique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a à peu près 1 million de poussins qui ont été ovosexés, donc avec déjà quelques éléments pour pouvoir les évaluer. Bon, je vous ai fait un petit panel de ces méthodes. Hein. Finalement, ces méthodes, on a parlé d'Innovo, on a parlé de Planteg, on a parlé d'AAT, l'hyperspectral et le Raman. On a discuté un tout petit peu, bien sûr, on a discuté de CELEG, on a discuté d'OGM, de son, on a discuté aussi d'OGM avec Exit. Il y a d'autres méthodes, notamment la méthode Tronico en France, hein, qui avait été lancée il y a maintenant quelques années. Alors la société Tronico avait démarré de la spectroscopie également et du dosage, notamment du dosage ADN. Malheureusement, cette méthode, elle est aujourd'hui en stand-by. Le développement de cette méthode est en stand-by. Pourquoi? Parce que le Covid est arrivé et la société Electronico a été réquisitionnée pour travailler à des tests rapides, donc des tests rapides de détection de la Covid, et l'a fait avec succès d'ailleurs, puisqu'ils ont aujourd'hui une méthode qui est basée sur la salive, et ils sont capables de détecter très rapidement la Covid, donc c'est très bien, mais malheureusement, ils ont utilisé la technologie qu'ils avaient commencé à développer pour le sexage pour la Covid. Donc voilà notre contribution, hein, la filière, à régler cette problématique, ou en tout cas à la détecter. Mais néanmoins, ça a mis quelques ralentissements dans ce développement technique. Voilà. Il en existe d'autres, je ne vais pas les Tereg aussi. Mbrex a annoncé l'idée de travailler sur le sexage. Là, on est à 18 jours. Hein. C'est évidemment la technique qui pourrait être accolée à sa machine qui fait de l'injection de vaccins notamment. Les autres méthodes ici, OneX, EggDetect, il est difficile aujourd'hui, ou THOL, on n'a pas eu accès à des informations plus importantes sur le sujet, donc je ne les détaillerai pas en tout cas. Bon, voilà. Si je veux essayer de synthétiser, j'espère que je n'ai pas été trop pénible dans le détail de ces méthodes en tout cas, mais il faut être très clair. Vouloir
déterminer le sexe des embryons, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui, vous l'avez vu dans les technologies un peu historiques d'orientation du sexe ratio, était un peu balbutiant. Voilà, on est arrivé aujourd'hui à une preuve de concept avec des outils industrialisables, c'est vrai, on est arrivé assez rapidement, finalement, 4 à 10 ans, pour passer de la recherche au développement, à des méthodes qui sont utilisables. Alors, elles ne sont pas nombreuses quand même, elles sont pour le moment accessibles pour 2 d'entre elles, la machine Sheggy pour AAT et la méthode CELEG, et une troisième qui arrive, qui est encore en cours de mise en œuvre. Elles sont finalement pas très très nombreuses, et elles sont pas toujours faciles à évaluer. Cette évaluation, bien sûr, on arrive à discuter de quelques éléments avec ces fournisseurs de méthodes, mais étant encore en cours de développement et faisant l'objet quand même d'une concurrence potentielle et puis d'un intérêt fort, il n'est pas toujours évident d'avoir une vision très très claire. J'ai essayé de vous le résumer là-dessus, en tout cas de nos discussions avec ces fournisseurs de méthodes, parce que, évidemment, la sensibilité de la méthode qu'on met toujours en avant est intéressante, savoir si effectivement on a bien un taux d'erreur des poussins à l'éclosion qui n'est pas trop important et qu'on a bien choisi que les femelles. Et vous voyez, il peut y avoir quelques différences entre les fournisseurs de méthodes, et notamment en fonction de l'âge à laquelle ça pourrait être pratiqué. On n'a jamais vraiment d'idée de spécificité de cette méthode, parce que la sensibilité, c'est les faux positifs, c'est les mâles dans les femelles qui restent. On ne sait pas très bien si les femelles dans les mâles qui sont éliminés existent, et c'est pourtant ça qui peut faire un peu l'efficacité, et notamment quand on parle de perte d'efficacité sur la méthode AT, c'est probablement aussi ça qu'il faut intégrer. Donc, c'est là aussi des éléments qu'il va falloir faire évoluer. Les souches, évidemment, la méthode AT, elle s'intéresse simplement aux brunes, donc elle est extrêmement intéressante pour les brunes, eu égard notamment à son tarif, puisque c'est la moins chère, elle est non invasive, donc elle est extrêmement séduisante. Malheureusement, elle ne permet pas de s'intéresser à toutes les souches, et notamment les souches brunes. Ce qu'on ne sait pas très bien aussi, puisque ces outils sont utilisés de façon assez partielle pour le moment, on n'a pas toujours idée, ou en tout cas, on n'a pas accès à des informations qui peuvent nous rassurer quant à leur utilisation sur l'intégralité de la vie d'un reproducteur. Qu'est-ce qui se passe sur des petits œufs qui ont une coquille assez dense? Si, AAT nous le précise d'ailleurs, et nous le dit que sur des petits œufs, c'est vrai que la méthode peut être un petit peu moins efficace en dessous de 50 grammes, parce que la coquille est plus petite, elle est très dense, il est peut-être moins facile de faire une image. Mais les autres ne nous disent rien, et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème. Notamment si on évoque le fait que sur des méthodes dites invasives, on imagine très bien que sur des œufs en fin de ponte où la qualité de la coquille peut être un peu dégradée, aller faire un trou ou aller chercher du liquide à l'endoïdien, ça peut avoir un impact. Les vitesses d'ovosexage, bon, évidemment, elles sont accessibles aujourd'hui, même s'il n'est pas toujours évident d'en faire une synthèse d'efficacité et de mise en pratique au sein d'un couvoir. On ne sait pas très bien ce qui se passe sur des œufs qui pourraient être stockés un peu plus longtemps, et s'il y a une interaction entre le type de méthode, je pense notamment aux méthodes plutôt invasives, mais si elles vont avoir un effet sur la qualité du produit. Les œufs sales, évidemment, vont être un problème dans ces approches. Et les œufs fragiles, ça, je vous l'ai évoqué. Bon, voilà. En termes d'innocuité, quand même, il faut être assez rassuré. Je ne crois pas qu'il faille beaucoup d'inquiétude sur ce plan-là, même si elle est légèrement réduite dans le cadre d'AAT, qui a l'honnêteté de nous donner cette information-là. En tout cas, par rapport à une incubation classique et un sexage post-éclosion, on n'a pas vraiment d'informations sur les méthodes SILEG. Et là, il y a peu encore de données disponibles ou de retours d'expérience. Et comme finalement, on ovosexe assez peu d'œufs aujourd'hui, on n'a pas la vision globale des choses. Une chose est certaine, en tout cas, quand on interroge les organisations de production qui utilisent ces œufs issus de sexage, il n'y a absolument aucune différence qui est mise en œuvre. Et en tout cas, pour la production, on ne voit pas bien pourquoi il y aurait des impacts particuliers. Alors, il y a des évolutions possibles. Chez AT, évidemment, aller jusqu'à J5 par la spectroraman est un objectif.
Pour les autres, pas pour le moment, même si des améliorations sont toujours en cours sur ces machines, puisque c'est la technologie qui fait aujourd'hui l'efficacité de ces outils. Alors pour les coûts, évidemment, il y a des différences. Sur AAT, on est à peu près, alors je vous donne ça à la louche, évidemment, un coût indicatif, mais on est aux alentours d'1 € de la poule. Select Lanteg aux alentours de 4 €, 4,50 € de la poule. Et là, ne m'a pas donné de tarif. Bon, il discute. Il veut discuter, c'est à discuter. Voilà. Donc un coût sur l'œuf, sur les 100 œufs, en tout cas un coût à l'œuf qui n'est pas forcément extrêmement important, mais qui, à l'échelle de la filière, va évidemment constituer quelque chose d'extrêmement significatif. Si je veux conclure un tout petit peu sur cette partie, bon, si on met de côté les critères un peu évidents, la souche, la vitesse, les méthodes, je crois ce qu'il faut avoir en tête pour être rassuré quand même, c'est que les méthodes qui sont aujourd'hui sur le terrain, elles sont développées par des vrais pros, hein, des vrais professionnels de la couvage et de l'incubation. Donc, on est vraiment dans une position avec les outils qui sont disponibles, de gens qui connaissent le métier, et on n'est pas sur des apprentis sorciers ou des startups avec des effets d'annonce, en tout cas pour les méthodes qui sont aujourd'hui annoncées et utilisables sur le terrain. Même si elles ont une efficacité moins bonne que l'approche classique, malheureusement, on pouvait s'y attendre. On observe finalement, de ce qu'on en a aujourd'hui, hein, comme retour, des effets secondaires assez faibles. En tout cas, sur le plan zéotechnique, ça ne changera pas la donne, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que l'efficacité de nos productions, c'est quand même crucial. Et puis, elles évoluent, et c'est une bonne chose, mais c'est aussi un risque, parce que demain, si les accouveurs doivent investir dans ces machines, évidemment, si c'est un petit peu comme l'iPhone, quoi. Si demain la V2, la V3, la V4 arrive et qu'il faut refaire des investissements pour évoluer, ça ne rend pas les choses très stables, ce qui n'est pas forcément très simple pour la filière. Alors, quelques bémols, il faut être honnête, on a finalement assez peu ou pas de recul ou pas de données disponibles pour l'affirmer aujourd'hui. Je pense que les fournisseurs de méthodes sont capables, eux, et ils travaillent de façon intense pour nous rassurer sur ce plan-là. Ils sont assez rassurants quand on les discute. Voilà, donc il se pose quand même des questions sur l'utilisation intégrale d'un lot de repro. Est-ce que ça ne raccourcira pas un peu? Est-ce qu'on pourra utiliser tous ces œufs? Est-ce que effectivement, quand on va être dans des conditions de terrain, le terrain c'est jamais simple, quand il va falloir avoir des périodes de stockage longs, quelle sera l'interaction, etc. Toutes ces choses qu'il faudra que l'on apprenne à maîtriser, bon, qui sera évidemment du métier des accouveurs, qui vont vraiment être en première ligne pour travailler avec ces nouveaux outils, qui le sont déjà. Mais tout ça nous fait dire quand même qu'il y a vraiment un besoin de suivi, de retour d'informations, de réassurance sur ces méthodes, pour qu'elles soient les plus acceptables et les plus acceptées, en tout cas par tous. En conclusion de cette partie, puis je vais vous laisser vous exprimer, on va reprendre des questions. J'ai l'impression qu'il y en a un bon petit nombre sur le chat, c'est très sympa. Si on veut conclure, on a un développement de ces outils qui est extrêmement récent. Je crois qu'il faut en être bien conscient, et c'est un véritable défi technologique qui a été mis en œuvre par les fournisseurs de méthodes. Aujourd'hui, on combine quand même de la technique de pointe avec de l'intelligence artificielle pour certains, avec des outils d'analyse extrêmement à haut débit, donc des méthodes qui sont des méthodes quasiment de laboratoire qui débarquent aujourd'hui dans notre filière. Donc il faut qu'on les appréhende et qu'on apprenne à les maîtriser. Ces technologies de vossexage, évidemment pour les plus accessibles, elles sont encore modestes, je l'ai dit, elles vont nécessiter un retour d'expérience, et on est d'accord, le vossexage est une réponse intéressante à la problématique de l'élimination du poussin mâle, elle n'est pas encore idéale. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai mis de côté finalement nos amis OGM, mais on rêve tous d'avoir une méthode d'ovosexage qui soit la plus précoce possible et qui soit surtout avant l'incubation. Je pense que ça, je ne connais pas beaucoup d'accouveurs qui pourraient me dire le contraire. Alors voilà, qui dit sexage innovo dit effectivement, très bonne question autour de l'élimination de l'œuf, lui, cet œuf mâle, qu'est-ce qu'il va devenir? Ce que l'on doit assurer en tout cas, et ce qui est une question qui est très prégnante,
autour de cette problématique et autour de cette question de l'ovosexage, c'est bien celle de la sensibilité de l'embryon de poulet. Il ne faudrait pas que l'on déplace tout simplement un problème et qu'on le remplace par un autre. Au fond, ce que la vision que l'on peut avoir sur cette élimination du poussin mâle un jour, il n'est pas juste question de la déplacer sur un embryon qui pourrait être sensible. Et cette question de la sensibilité, elle est effectivement assez complexe et malheureusement difficile à bien définir. Alors, je vais quand même essayer de vous faire une petite revue de réglementation, de littérature sur le sujet pour que vous compreniez bien finalement pourquoi il n'y a pas de chose idéale dans ce monde pour le moment. Alors, cette question de la sensibilité de l'embryon, il faut bien tenter de la préciser un tout petit peu. Si on veut commencer, il ne faut pas confondre deux choses. Et souvent, en tout cas dans les images qui peuvent nous arriver de temps en temps, j'ai l'impression qu'on le confond. Il ne faut pas confondre la nociception dans le développement embryonnaire, qui est la capacité de l'embryon à réagir à des stimuli par des espèces de réactions qui sont des réactions qui ne sont pas de la douleur, en l'occurrence, qui sont des réactions de réflexe, avec la douleur qui est une vraie expérience émotionnelle et qui requiert donc une chose très simple, très simple, non pas tant que ça, la conscience. Il faut que l'animal soit conscient pour ressentir une douleur. Il peut néanmoins percevoir des stimuli extérieurs. Et c'est bien ça la nociception. Quand on a ces deux images en tête, eh ben, on peut commencer à se poser la question de la sensibilité de l'embryon mâle. La réglementation sur ce sujet, elle est assez précise, en fait, très clairement. Les opinions scientifiques de l'EFSA sont très claires. Ce qui est aujourd'hui reporté, c'est que la conscience n'apparaît pas avant les 2 premiers tiers ou avant le dernier tiers du développement embryonnaire, finalement. Donc, si on l'extrapole à l'embryon Gallus, on pourrait se dire que sur le plan réglementaire, jusqu'à 14 jours, grosso modo, de développement embryonnaire, il n'y a pas de risque et il n'y a pas de question. Alors, un petit bémol quand même sur les travaux de l'EFSA, c'est qu'ils n'ont d'abord concerné que les ruminants et les cochons, et pas tellement l'oiseau qui restait un petit peu en dehors de ce scope. Si on regarde ce qui peut être publié, notamment aux États-Unis sur le sujet, et plus particulièrement pour les procédures de gestion en expérimentation, les Américains considèrent, eux, que 50% du développement embryonnaire pourrait être la limite. Et qu'au fond, sur nos petits œufs, eh ben, on pourrait se dire que finalement, on serait autour des 12,5 jours. Alors, que dit, au fond, la littérature sur le sujet? Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est vrai que cette question du 6 jours qui a été évoquée par l'Allemagne est assez questionnante parce que, comme vous avez pu le voir sur la méthode précédente, aujourd'hui, il n'y a rien qui nous permet d'ovosexer d'une façon efficace et dans des conditions de couvoir professionnel. Donc, évidemment, ça pose vraiment le débat sur notre possibilité, et c'est presque un frein, au fond. Ça pourrait présenter un frein au développement des méthodes. Alors, sur quoi se base cet avis, finalement, allemand? Notamment sur une synthèse qui a été publiée par Brandstadt, sur l'utilisation de l'œuf embryonné comme outil de test pour des molécules actives en pharmacie. C'est-à-dire que le test de molécules qui pourraient amener à des problématiques de développement sur l'œuf. Et je vais le résumer d'une façon très, très, très simple. Sur le développement et la durée du développement embryonnaire, ici, les 21 jours de développement embryonnaire, en fait, il le résume en disant qu'on sait que l'animal peut commencer à bouger à partir du 4e jour. On sait qu'il peut commencer à avoir une nociception, donc la perception des stimuli aux alentours de 8 jours. Et on imagine, et là la question se pose, il y a un joli point d'interrogation dans son papier, et c'est pas pour rien, on estime que finalement, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans cette période jusqu'à 14 jours, et que probablement la douleur pourrait être ressentie. Donc là, si on parle de douleur, on parle de conscience, et on a défini une espèce de période, enfin les scientifiques ont défini une espèce de période qui s'appelle la zone grise, dans laquelle on ne sait pas très bien ce qui se passe, on n'est pas forcément complètement sûr que la douleur ne pourrait pas ressentie. Donc, on va appliquer un principe de précaution et on va dire avant 7 jours, on ne fait rien. Et de préférence, si on est à 6 jours, c'est encore mieux. Alors, c'est un débat qui est assez complexe
Et finalement, si on veut bien se donner la peine d'y jeter un œil de façon un peu plus exhaustive, eh ben, on a encore une fois pas forcément toutes les réponses. Ce fameux J7, au fond, répond à une approche, moi, que je vais qualifier, et peut-être que je m'avance un poil, mais que je vais je vais donner d'approche neuroanatomiste. C'est-à-dire qu'on va regarder le développement embryonnaire, on va regarder les principales étapes de ce développement embryonnaire, et on va se dire, parce que je vous présentais tout à l'heure, hein, sur ce diagramme de Tong ici, sur la période d'incubation, bon bah voilà, le cœur commence à battre à 2 jours, la mobilité commence à apparaître dans le 3e jour, la sensibilité tactile au 6e, et c'est pour ça que les Allemands parlent de 6 jours, hein, et pas de 7 notamment, même si la zone grise, on parle souvent de 7 jours. Pourquoi on parle de 7 jours? Parce que c'est la connexion des nerfs à la moelle épinière, donc le lien entre finalement les muscles, l'intégralité de l'animal et son cerveau. C'est toujours pas s'il fonctionne, hein. La proprioception, c'est-à-dire la capacité de réagir à ces stimuli, à ressentir, en tout cas un afflux nerveux qui pourrait arriver jusqu'à la moelle épinière aux alentours de 8-9 jours. Et au fond, on considère que la fin du système nerveux central arrive aux alentours du 13e jour. La vision va arriver plus tard, 18, les vocalisations 19-20, la thermorégulation à 15. Bon, on ne va pas faire le détail du développement embryonnaire de ce poussin, mais c'est quand même important pour comprendre que cette approche neuroanatomiste du développement embryonnaire nous conduit à dire effectivement que tant qu'il n'y a pas de connexion entre le cerveau et le reste de l'embryon, on ne peut pas imaginer qu'il y ait beaucoup de douleur. Donc ces 7 jours, cette période de 7 jours qui est un point de départ, on peut comprendre que ces neuroanatomistes aient envie de dire que ça pourrait être probablement après ça que la douleur pourrait être ressentie. Évidemment, si on commence à regarder d'autres travaux, et qui sont des travaux qui ont trait à l'étude de la conscience cette fois, cette conscience, elle s'enregistre d'une façon qui n'est pas forcément très simple pour l'embryon, et c'est bien toute la question, au travers de l'activité cérébrale. Il faut évidemment être capable de détecter un électroencéphalogramme pour se dire qu'il y a une activité cérébrale, et que potentiellement, je ne suis pas complètement certain, mais les profils de EG peuvent nous aider à le comprendre, potentiellement une conscience. Et si on regarde les travaux de Mellor, hein, qui est un spécialiste de la conscience, qui est un néo-zélandais avec lequel on a pu échanger une nuit d'ailleurs avec Marie, ce spécialiste de la conscience et de l'électroencéphalogramme a fait quelques travaux, ou en tout cas a repris des travaux de la littérature, pour ce qui concerne le poussin, et l'a comparé à son modèle Agneau, qui est celui sur lequel il est le plus spécialiste. Et au fond, quand il s'intéresse au profil de ces électroencéphalogrammes, eh ben lui, il ne voit rien jusqu'à 15 jours. Il ne voit rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électroencéphalogramme, il n'y a pas d'activité cérébrale dans la littérature reportée jusqu'à 15 jours. Quand il regarde entre 15 et 17, il voit quelques signes d'activité cérébrale qui correspondent à un sommeil plutôt profond dans ces profils, quand il le compare à d'autres espèces. Et effectivement, à partir de 17-18 jours, les électroencéphalogrammes commencent à devenir actifs, et à ce moment-là, on commence à imaginer que le fonctionnement du cerveau est bien efficace et permet potentiellement une conscience. Vous voyez, c'est quand même un immense grand écart quand on regarde l'approche neuroanatomiste ici à 7 jours et l'approche qui serait celle des consciencialistes, on va le dire comme ça, qui serait plutôt aux alentours de 16-17 jours. On est vraiment dans une zone on est dans un immense grand écart, quoi. Donc autour de cette question, qui va être celle de la question de la sensibilité de l'embryon, il faut être assez prudent quand même dans ce que l'on dit, mais il ne faut pas non plus être jusque-boutiste. Peut-être que je m'avance un peu, mais je trouve que, encore une fois, le principe de précaution a bon dos, puisque dans les travaux de 2007, c'est pas si ancien que ça, même si la littérature est ancienne, aucun signe de conscience n'est mis en évidence jusqu'à 17 jours d'incubation. Donc, potentiellement pas d'intégration de la douleur, et pas de douleur possible jusqu'à 17 jours d'incubation. Et je ne vais pas le détailler ici, mais on sait également que non seulement l'activité cérébrale n'existe pas avant 17 jours, mais même après 17 jours, on sait que l'animal, et ça on le connaît bien dans l'espèce humaine, et on le connaît bien aussi chez les ruminants, on sait bien chez les mammifères qu'en tout cas une batterie de neurosuppresseurs sont également présents
dans l'œuf ou dans l'animal pour le maintenir dans un état de sommeil ou de conscience très profonde, parce que, enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais enfin, si on avait une conscience éveillée de notre condition dans le ventre de notre mère, ou en tout cas si le poussin avait la condition de son enfermement dans l'œuf, je pense que ce serait assez compliqué à vivre pour lui. Et la nature étant bien faite, elle a prévu un panel de neurosuppresseurs qui permettent quand même de maintenir l'animal dans un état d'inconscience. Donc, quand on veut réfléchir à cette question de la sensibilité, effectivement, elle est vraiment pas très simple. Et on n'a pas beaucoup d'éléments. J'espère qu'on sera à même d'en apporter dans le cadre du projet Jung, mais je pense que c'est vraiment une question sur laquelle il faut se pencher, sur laquelle il ne faut pas euh, de débat un peu de compétition à l'âge, même si on sait tous très bien que l'objectif est bien d'aller au sexy un jour, avant l'incubation, c'est ça l'objectif et le grade ultime. Je pense qu'aujourd'hui, avec les méthodes qui nous sont totalement disponibles, on peut être quand même assez rassuré sur le fait que on n'est pas dans des conditions qui soient si terribles que ça pour l'élimination de cet embryon. Bon, ça quand même, dans les lieux, à des travaux qu'il faut souligner, et je voulais vous les présenter rapidement, aux travaux de Zoombrink, en partenariat avec l'Oman et AAT, puisque cette question de la sensibilité de l'embryon est posée, et il faut pas la contourner. Il a donc été travaillé à des méthodes enfin, des méthodes d'euthanasie innovo ont également été développées. Bon, alors je vous ai mis ces petites images là pour vous montrer que, un peu en tâtonnant, en mettant l'œuf dans un bain d'eau, un peu comme c'est pratiqué à l'abattage des volailles de chair, euh, ou en appliquant un courant électrique directement sur l'œuf, mais la coquille elle est trop isolante, et puis le liquide également qui entoure l'œuf est trop isolant pour que ça fonctionne. Finalement, c'est par un jeu d'électrodes que l'on va pouvoir conduire un courant de 110 volts 50 Hz pendant 2 secondes et qui va permettre euh, de conduire une euthanasie innovo qui soit efficace. Selon la méthode de Zoombrink, il propose 99,3% d'efficacité, c'est plutôt très bon. Et à titre d'éléments pour juger, parce que c'est pas facile de juger finalement que innovo, une euthanasie a été efficace, et les producteurs de ce travail ont bien précisé que, en voulant chercher l'électroencéphalogramme jusqu'à J5, ils ne sont pas trouvés, et que des réflexes cornéens, qui est une autre aussi méthode pour imaginer une conscience, on n'en trouve pas à J14. Donc encore une fois, soyons prudents dans ce qu'on peut annoncer, dans ce qu'on peut discuter autour de cette sensibilité de l'embryon. Je pense qu'on peut être assez rassuré, mais néanmoins, on est allé jusqu'à proposer cette méthode, puisque cette méthode, AAT la propose aujourd'hui, notamment sur sa méthode de sexage in novo à 13 jours. Il est utilisé aujourd'hui, cette machine issue de ce développement, qui permet une euthanasie œuf par œuf, avec l'enregistrement des éléments, donc avec l'assurance que ces électrodes ont bien fonctionné, que quel que soit, et vous le voyez sur l'image ici, c'est assez sympa d'ailleurs, quelle que soit la taille de l'œuf, l'électrode s'adapte. En tout cas, une méthode qui est extrêmement intéressante pour conduire cette euthanasie in novo et la rendre la plus efficace possible. C'est d'ailleurs un travail qu'ils ont fait en collaboration avec un consultant extérieur spécialiste en bien-être. Voilà, donc cette sensibilité de l'embryon, qui est vraiment une question aussi éthique aujourd'hui, il faut pas qu'on la contourne, mais il faut peut-être pas non plus tomber dans un travers et dans un jusque-boutisme ici. Si on a assez peu de travaux sur cette problématique, il faut qu'on aille en produire. Et parce que ceux qui sont aujourd'hui disponibles font quand même un immense grand écart sur cette question, et c'est un tout petit peu gênant. Ça peut être rassurant pour les gens euh, qui sont qui observent jusqu'à 17 jours, finalement, il n'y a pas d'électroencéphalogramme. Ça peut être inquiétant pour les gens qui disent que la neuroténie nous montre quand même qu'il y a un risque. Et effectivement, on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier qu'on n'est peut-être pas capable d'aller jusqu'à enregistrer un électroencéphalogramme sur un embryon. C'est quand même pas quelque chose de si simple que ça. Et ce n'est pas une question anodine, parce qu'évidemment, si elle conditionne l'acceptabilité de la technique, elle en fait aussi le coût. Et on sait très bien que ce coût est quelque chose d'extrêmement important.
Voilà pour cette partie sur la sensibilité de l'embryon. C'est assez court, hein. C'est un sujet qui est vraiment prégnant, mais qui permet aussi de faire une transition avec finalement, qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qu'on sait du point de vue du consommateur de cette problématique de l'élimination du poussin mâle. On n'a pas organisé un petit questionnaire, on aurait dû, pour savoir si vous aviez interrogé dans vos familles vos proches pour savoir ce qu'ils connaissaient de l'élimination du poussin mâle en filière ponte. Alors, si nous, on ne l'a pas fait, en fait, vous verrez, les Allemands, eux, s'ils sont intéressés, c'est intéressant. Alors, d'abord, on en a parlé, c'était la première question du chat tout à l'heure. On disait que l'élimination du poussin mâle est un problème éthique, social et pas un problème de bien-être animal. Alors ça, on se dit ça assez rapidement entre nous, sauf que le bien-être animal, dans la tête de beaucoup, c'est perçu un peu différemment. Et la problématique éthique, l'évaluation de ce qu'est un problème éthique, c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Et notre ami Brujnis, ici, en 2015, a tenté d'en faire une évaluation. Et c'est assez intéressant. Il s'est dit, tiens, si je parle d'élimination de poussins mâles, comment je peux évaluer la problématique qui est accolée à cette pratique? Et il a développé une petite matrice que je vous avais complètement simplifiée, mais je vous renverrai à un article qui est passionnant sur le sujet. Il a découpé finalement cette problématique autour de 3 opinions, qui seraient celles de la société, ici, de la filière, des parties prenantes, du poussin lui-même et de l'environnement, au sens de la durabilité de l'environnement. Et c'est très résumé, ce qu'il en dit, c'est que finalement, la société, elle est peu informée de cette problématique. Mais quand elle l'est, c'est juste inacceptable. Et qu'en plus, un certain nombre l'associent à l'élevage intensif, qui a quand même une image aujourd'hui qui est pas très bonne. La filière, elle, quand elle parle d'élimination du poussin mâle, elle fait le constat d'une efficacité économique. Il faut être très clair. C'est le moins mauvais des compromis économiques et techniques. On est d'accord. Et puis, elle fait le constat que malheureusement, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Et si elle est consciente du problème, elle n'a pas de possibilité de lutter contre. Ce sera peut-être moins le cas demain. Le poussin, lui, si on se place de ce point de vue-là, et c'est intéressant parce que je pense que certains consommateurs et citoyens le font, finalement, d'accord, il ne souffre pas. Il va être euthanasié au CO2 ou broyé. OK, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance sur le plan du bien-être. Mais le fait qu'il y ait une atteinte à son intégrité, et la méthode en termes d'image est déplorable pour ça, et le fait qu'il n'ait pas d'utilité et qu'on aille produire un animal qui n'a pas d'utilité, ça pose un problème. Et ça pose un problème notamment à ce poussin. D'abord, effectivement, mais en tout cas, la vision qu'on peut avoir de cette problématique de l'élimination du poussin mâle. Et enfin, si on se place sur un plan environnemental, rien à dire. Si on intègre l'environnement, le coût environnemental de cette pratique, finalement, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Le fait de vouloir élever des poussins mâles qui ne sont pas faits pour faire de la viande ou de la croissance a un coût environnemental important et ça contrebalance. Et il faut ne pas hésiter quand même à le dire. Tout ça nous amène à quoi finalement? Ce que dit Brujnis, c'est que ça nous amène à un blocage moral. On est dans une situation, on est arrivé, avec la spécialisation d'élevage, dans une situation de blocage moral où on s'est enfermé dans une pratique qui est éthiquement inacceptable, mais qui est finalement la plus efficace, si on le regarde sur un plan économique, environnemental et durable. Alors, si on s'amuse et Brujnis l'a fait, à dire, tiens, et l'ovosexage, si on utilise cette même matrice, comment la société, la filière, le poussin, l'environnement pourraient le voir? La société, elle le voit vraiment, elle pourrait le voir d'une façon assez positive. Parce que si on le compare à l'élimination, c'est plutôt une bonne chose. Du poussin un jour, c'est plutôt une bonne chose. Elle est accessible, donc ça c'est une bonne chose. Mais elle s'inquiète quand même de l'OGM. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, et la question est arrivée dans le chat, mais pour beaucoup de consommateurs, OGM égale risque pour la santé. Ça, c'est quelque chose dont on ne se défait pas. Et l'utilisation de cette méthode, ça nous conforte un peu dans l'idée que c'est difficile d'aller vers l'OGM, c'est pas une vision très positive de l'approche, en tout cas en termes de méthode. Et c'est quand même le moyen, oui, l'ovosexage peut être perçu parfois comme le moyen pour certains de maintenir un élevage intensif qui parfois n'a pas une très très bonne image dans la société. Alors la filière, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est contente
importante parce qu'il y a un vrai intérêt social. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que le sexage est une manipulation du poussin, hein, donc le sexer un jour aussi n'est pas forcément quelque chose qui est le plus agréable, et son élimination n'est pas bien perçue non plus par la filière. Enfin, je pense que ça, personne ne peut le contredire et tout le monde est d'accord. C'est pragmatique, mais tout le monde est tout à fait convaincu que ce n'est pas tout à fait acceptable. Mais il y a un risque, et il y a un vrai risque. Si le prix de cette méthode est élevé, bah évidemment, la filière, elle va penser à la concurrence, à la distorsion de concurrence et à sa difficulté à répercuter le prix d'une méthode. Et c'est bien tout le plan d'une discussion qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce sujet. Le poussin, lui, il est très heureux. Il n'est pas manipulé. Donc, il n'est pas éliminé un jour, mais néanmoins, il y a une élimination de l'embryon. Donc, la question se pose. Là, je vous repose la question de la sensibilité de l'embryon, je n'y reviens pas. Et le quid du poussin OGM, c'est-à-dire ceux qui seraient issus de ces animaux OGM, ça reste une nouvelle question à laquelle peut-être on n'a pas tellement envie de répondre. Sur le plan environnemental, l'ovosexuage est intéressant parce qu'il maintient l'efficacité environnementale. Hein. On continue à utiliser des approches avec des animaux qui ont une efficacité environnementale qui est bonne. Évidemment, la question des OGM apparaît aussi dans cette partie d'évaluation. Et c'est vraiment pour ça, finalement, aujourd'hui, que cette question de l'OGM pourrait être assez discutable. Hop. Tac. Oui, Isabelle, bonjour. Oui, je viens juste de remplacer Marie qui a des problèmes d'Internet, donc voilà. Ah, écoute, ravi de t'accueillir, bonjour. Eh bien, écoute, on en est à discuter du consommateur et maintenant de son acceptabilité. Si on a discuté un peu de l'approche éthique, on va tenter de parler d'acceptabilité. Si vous pouvez, par contre, couper ton micro, Isabelle, ce serait sympa, parce que j'entends ça réverbe. Merci. Donc, cette acceptabilité, elle a été testée. C'est vrai que les Allemands sont très en avance, hein, par rapport à nous, et se pose cette question de l'élimination du poussin mâle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais depuis très très longtemps, et dès 2016, ils avaient tenté de faire passer une loi pour l'élimination pour l'arrêt de l'élimination de ce poussin mâle, et ils ont donc conduit un certain nombre d'études assez intéressantes pour en mesurer l'acceptabilité par le consommateur. Alors, je vous en présenter deux. Ce sont des enquêtes qui se sont faites en ligne, autour d'un panel qui est assez représentatif de la population allemande. C'est intéressant. Ils les ont bien sûr classés en fonction de l'âge. Bon, je vais vous passer le détail, mais ce qu'il faut en reconnaître, c'est que cette population est assez représentative. On leur a demandé de choisir. Alors, on est en Allemagne, il n'y a pas d'ovosexage à 13 jours, parce que l'œuf est blanc d'une grande façon générale. Et on leur a demandé, finalement, de classer des attributs en fonction de leurs préférences sur la date d'ovosexage, J1, J4, J9 ou 21 jours. Ça, c'est le poussin qu'on va éliminer, la méthode classique. L'usage de cet œuf ou du poussin, est-ce qu'il est jeté? Est-ce qu'il est utilisé dans l'industrie pour des produits d'intérêt? Est-ce qu'il est utilisé en pet food ou est-ce qu'il est utilisé en alimentation animale? Une notion d'erreur de la méthode pour évaluer l'intérêt du public sur cette question du taux d'erreur, 1%, 5%, 10%, 15%. Et enfin, le coût qui a été testé, je n'en reparlerai pas, mais ils ont testé aussi leur volonté à pouvoir investir dans ce type de méthode. Alors, comment ils ont fait pour la présenter? C'est assez simple, ils leur demandent simplement de cocher entre trois alternatives. La première étant un scénario, un deuxième scénario, et si ça les intéresse, si l'un ni l'autre ne leur fait plaisir, n'est acceptable, ils ont le droit de répondre que rien ne les intéresse. Donc ça, évidemment, ils ont 482 personnes, l'enquête est en ligne, ils ont un panel de scénarios qui leur arrivent, de choix qu'ils peuvent faire, et au bout d'une demi-heure d'enquête et de multitudes de scénarios proposés, ils vont classer, ça c'est les méthodes statistiques que je vais vous passer, ils vont classer finalement des groupes sur la base de leurs réponses à ces questions. Et ces réponses, donc dans le cadre de cette étude, c'est assez intéressante, puisque sur ce premier résultat, qui ne discute que d'ovosexage, là en l'occurrence, ils ont réussi à différencier 4 grandes classes. Les négatifs, alors ceux qui finalement ne veulent pas entendre parler d'ovosexage,
fait quand même 11% de l'échantillon, les éthiques, les technophiles et les impatients. Voilà comme ça, comme ils les ont présentés en tout cas. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Si on regarde les éthiques, par exemple, eux représentent quand même une grande partie de l'échantillon, 45% de l'échantillon, hein, qui sont sensibles à la précocité de l'âge, à l'homosexage. Et même 9 jours, c'est mal perçu dans leur tête, il faut être très clair. Ils veulent une méthode qui soit efficace et précise, parce qu'ils assimilent aussi cette problématique éthique, cette erreur de sexage. Parfois, ils sont quand même sensibles au prix. Les technophiles, eux, qui représentent 20% de l'échantillon, alors eux, ce sont des fans de l'ovosexage. C'est un profil de consommateurs ou de citoyens, en tout cas, qui vont avoir envie que cette méthode arrive et qui associe, et on le rencontre dans un certain nombre d'études, qui associe la technologie à un mieux, à un plus. L'innovation est un mieux, elle permet d'améliorer les choses. Alors, ce groupe est aussi sensible à l'utilité de l'œuf. Et la classe 4 aussi, d'ailleurs, il faut que l'œuf ait une utilité, et si possible dans l'alimentation animale. Le pet food et l'alimentation animale. C'est une utilisation autre que de l'alimentation, pour eux, est un aspect négatif. Donc, ce sont aussi des fans du taux d'erreur le plus faible possible, et ils sont, eux, très sensibles au prix. Ils aiment la technologie, mais il faut que ça coûte pas cher. Et enfin, la classe 4 des impatients, qui ressemble beaucoup à la 3, même si c'est un peu une combinaison entre la 2 et la 3, c'est les intermédiaires ici. Eux, à J9, ils commencent à voir le sexage comme un problème, enfin comme un problème, comme un peu moins bien ou un peu moins intéressant. Ils sont relativement sensibles à l'utilité de l'œuf, effectivement, et ils sont un petit peu moins sensibles au prix. Donc, ce qu'on sort de ce type d'études, il ne faut pas leur faire dire plus que ça, c'est qu'au final, les profils de citoyens consommateurs et de leur vision de l'ovosexage, finalement, si on met de côté les négatifs, qui peuvent être effectivement, eux, des fans d'autres alternatives, parce qu'elles n'ont pas été incluses à l'enquête, ces autres classes, eux, vont se différencier effectivement sur leur vision de la technique, leur sensibilité au bien-être, et probablement aussi, quand même, et on le voit très bien sur les classes, et leur sensibilité au prix. Alors, puisque on avait discuté d'ovosexage, ce même type d'approche a été fait, pas sur les mêmes consommateurs, mais sur 400 personnes, de la même façon, mais en ajoutant les souches duales et l'utilisation donc de ces souches duales dans l'appréciation qu'ils ont des alternatives à l'élimination du poussin mâle. Et ce que l'on constate, et c'est assez intéressant aussi ici, c'est que 5 classes, il y en avait 4 avant, il y en a 5, elles sont un petit peu différentes dans la constitution, mais ce qu'il faut quand même bien observer dans ce type d'approche, c'est que les supporters de la duale peuvent représenter jusqu'à 27% de l'échantillon. C'est quand même intéressant que, et j'aime bien cette visualisation, je pense qu'elle est assez finalement représentative d'une vision et de la diversité des consommateurs et des citoyens et de leur vision du produit et des modes d'élevage, puisque finalement, ces consommateurs-là sont des fans du bio. Évidemment, en Allemagne, il est d'ailleurs élevé en souche duale. Ils sont parfois pas très... Enfin, je vois que cette question d'ailleurs est posée dans le chat, mais ils ne sont pas toujours au courant, effectivement, de la pratique exacte, mais ils ont des vraies convictions vis-à-vis du bio, et ce sont donc des supporters de cette approche duale où on ne différencie pas la poule qui fait l'œuf et le poulet qui fait de la viande. Finalement, les classes 2, 3, 4, elles sont relativement comparables. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce sont des gens qui acceptent tout à fait l'ovosexage sans aucun problème. Et il ne faut pas oublier cette classe 1, qu'on ne voyait pas tellement dans la précédente étude, mais qui sont ceux des économes. C'est-à-dire que ceux qui, finalement, au fond, et c'est 24% de l'échantillon, se foutent de la méthode. Ce qui les intéresse, c'est le prix. Ce sont effectivement les 24% de la population qui ont les plus faibles revenus dans l'échantillon qui était testé par Rittmeyer. Et c'est effectivement ceux pour lesquels le prix compte, et il n'y a bien que ça qui compte. Donc,
ce qu'on peut quand même retenir un petit peu de ce point de vue de consommateur, alors je suis désolé, hein, ces études, elles ont été faites d'abord en Allemagne et on n'a pas cette comparaison en France, mais l'ovosexage, il est globalement très largement accepté. Hein. Ce que confirme Redmeyer, c'est que grosso modo, 75% de l'échantillon l'acceptent et 25% qui sont plutôt indifférents. Bon, il y a des supporters de la duale là-dedans, mais ils sont plutôt conciliants. Et ce qui est intéressant, c'est que les comportements ont évolué, puisque cette étude qui était de 2019-2020, sur une précédente étude de Gremen, montrait qu'il y avait un rejet pour la technique quand même chez 30% de la population. Elle est maintenant de plus en plus acceptée. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir aussi que les choses évoluent et qu'elles ne sont pas statiques, bien sûr. Alors, je vous ai déjà bien parlé de ces fans de l'élevage avec des souches à double fin. Mais ce qu'il faut retenir au fond de tout ça, et de ces études, de mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul consommateur et que le prix reste quand même au cœur du débat. Et évidemment, il faudra, en tout cas dans notre raisonnement, être sensible à ces consommateurs qui représentent 30%, hein, de 25% des consommateurs allemands en tout cas, qui eux sont très sensibles au prix, se fichent un peu de la méthode, et en tout cas continuer à être capable de leur donner un œuf à un prix accessible. Et là, évidemment, à cette question que vous posez tous, sommes-nous des Allemands? Bah, j'ai envie de dire non, parce que je suis français. Mais non, on n'est pas des Allemands, je ne pense pas, parce que il faut être quand même très clair. Le niveau d'information des citoyens allemands sur cette question-là, il est très important. Les évaluations qui sont faites dans les études disent que 70% du consommateur allemand est au courant que le poussin mâle, il est éliminé un jour et qu'il est broyé. Et ça, je ne crois pas, on n'a pas de chiffre exact, même si la population française est de plus en plus informée, je ne suis pas certain que ça soit le cas. C'est pour ça que je vous disais au tout début il est dommage qu'on n'ait pas fait un petit question-réponse pour savoir si chez vous, vos proches étaient au courant. Et pour autant, l'échantillon ne serait pas représentatif. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse totalement transférer ces études à la France, et je serais ravi de pouvoir vous proposer ce type d'études mises en œuvre dans le cadre du projet Young. Et je le redis, je pense que la sensibilité, par contre, sur la partie sensibilité du prix, je pense qu'on peut quand même faire un assez fort parallèle entre les Allemands qui répondent assez bien à ces questions et qui sont assez pragmatiques, en tout cas connus pour être pragmatiques, ce qui n'est peut-être pas toujours notre cas, hein, parce que dans les études, on aime bien dire qu'on va acheter le mieux, et puis quand on est devant le rayon, ben, on achète le moins cher. En tout cas, prenons ces études avec des pincettes, mais elles nous donnent un petit peu une image de ce que pourrait être une vision du consommateur citoyen sur ces méthodes. Elles nous donnent aussi un peu de confiance quant à leur mise en œuvre dans un futur proche. Donc, si je veux faire une conclusion générale, et on est à peu près dans le timing, l'ovosexage, c'est aujourd'hui une alternative fiable à l'élimination du poussin mâle. Vu qu'on a posé quand même pas mal de questions ce matin, néanmoins, on peut considérer qu'on a des outils accessibles qui fonctionnent bien et qui permettent d'ovosexer. C'est une bonne nouvelle, puisque effectivement, ça nous permettra de lever une pratique inacceptable. Je pense qu'on ne peut pas le dire autrement, heureusement, dans notre filière ponte. Pour autant, il faut surveiller ces méthodes, il faut s'assurer de la sensibilité de l'embryon, il faut s'assurer qu'elle soit acceptable, et probablement qu'il faudra l'expliquer au travers de notre capacité, en tant que partie prenante de la filière, à diffuser cette information et la rendre la plus accessible et compréhensible possible, tout en faisant extrêmement attention au fait que, évidemment, ces méthodes, elles apportent un risque de distorsion de concurrence au niveau européen et mondial, mais ça, je pense que Philippe en parlera beaucoup mieux que moi. Et évidemment, il faudra qu'on soit attentif à leur mise en œuvre, tout en n'oubliant pas les autres formes d'alternatives, l'élevage de frères de poules, l'utilisation de souches à double fin, qui seront des voies intéressantes. Je pense qu'on a devant nous un nouveau défi, après l'évolution des modes d'élevage en filière ponte, c'est un nouveau défi à relever. Bon, écoutez, merci pour ces présentations très riches sur un sujet, comme ça a été dit tout à l'heure,
qui est un sujet important pour notre filière. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque pas d'occupation, je veux dire, des sujets en ce qui concerne l'évolution des bâtiments d'élevage, en ce qui concerne les solutions alternatives à l'élimination des poussins mâles, sont des sujets nombreux, très importants, très lourds aussi à conduire au niveau de l'interprofession. Et ça nous prend beaucoup de travail, mais bon, il faut le faire parce que en même temps, je voudrais rappeler que ça faisait partie des engagements que nous avions pris dans le plan de filière en 2018. Alors, bien sûr, même si on a eu fait l'occasion de faire quelques études à l'ITAVI précédemment, je crois que là, aujourd'hui, depuis la fin de l'année 2020, on est vraiment, enfin, même courant de l'année 2020, on est rentré dans le cœur de ce problème, de ce sujet, de la recherche de solutions alternatives à l'élimination des poussins mâles et aussi de l'organisation que cela va imposer au niveau de notre filière. Alors, ce qui a été un peu le déclencheur, ce sont les positions et les déclarations des politiques, hein, les ministres français et allemands qui s'étaient rencontrés en France dans un premier temps, en fin 2019, et puis la réunion de Berlin, où, je dirais, des dates, des objectifs avec une date ont été affichés. Et puis surtout, à ce moment-là, il avait été dit, il y avait une volonté exprimée très forte en 2020 de créer un consortium franco-allemand pour essayer de réunir un peu toutes les forces vives, j'allais dire en question, enfin la recherche et tous les gens qui travaillent sur ces dossiers, pour essayer d'accélérer un peu plus les travaux, de donner une impulsion favorable pour essayer de respecter les engagements de date que les ministres souhaitaient mettre en place. Donc, d'autres pays étaient intéressés aussi hein, pour nous rejoindre. Malheureusement, ce travail entre les pays n'a pas pu se faire pour des raisons à cause de Covid, donc les réunions n'ont pas pu se tenir. Ça n'a pas empêché de travailler sur ce sujet. Tu as parlé tout à l'heure du Copil-Young, enfin, en ce qui concerne la filière française, hein, du Copil-Young, donc qui se tient et sur lequel donc le CNPO participe au comité de pilotage. Bon, je ne vais pas revenir dessus, hein, sur l'évaluation des méthodes, sur aussi l'évaluation économique, parce que ça, c'est un des aspects, un enjeu fondamental. On est dans une filière aujourd'hui qui, je dirais, où chaque maillon est amené à procéder à des évolutions. Ce soit j'ai parlé de l'élevage tout à l'heure pour les modes d'élevage, mais dans le cas présent, sur la recherche, enfin sur l'ovosexage, puisque c'est le sujet du jour, eh bien, ça va demander, dans un premier temps, des investissements au niveau des établissements de l'accouvage pour une organisation, pour pouvoir intégrer ces dispositifs d'ovosexage à l'intérieur de leurs établissements. Donc ça, c'est une première partie qui est en cours d'évaluation par le SNA, je crois. Et puis après, derrière, il y aura la prestation proprement dite de l'ovosexage. Alors avec la méthode AAT, avec la méthode SELECT, puisque ce sont les deux qui sont présentes aujourd'hui en France. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Mais voilà, donc c'est un coût qui n'est pas négligeable. L'évaluation que l'ITAVI nous avait fait, c'est une première évaluation. Elle méritera bien sûr d'être affinée. S'élève à peu près à 64 millions d'euros pour la prestation par an pour la filière des œufs. Donc vous voyez que c'est quand même pas neutre, pas négligeable. Ça va avoir un impact sur le prix de l'offre, forcément, parce que la filière ne pourra pas supporter à elle seule ce coût. Donc c'est une évolution importante sur laquelle il va falloir que l'on discute, et enfin sur laquelle on est en train de discuter aujourd'hui au niveau de la filière, pour savoir comment on répercute, quel modèle économique on peut mettre en place pour pouvoir prendre en charge ces prestations, et puis aussi donc accompagner les couvoirs dans leurs investissements. Je pense en particulier dans le cadre du grand plan d'investissement, donc puisque c'est un petit peu ce vers quoi on pourrait les diriger pour pouvoir leur aider dans leurs investissements. Donc,
comment prend-on ce coût en compte, sachant que dans notre filière, bon alors on est une filière qui est autosuffisante, qui assure une souveraineté. On est une filière qui a à peu près 85% de poules brunes et 15% de poules blanches. Donc voilà, il n'y aura pas une méthode universelle, une seule méthode pour toutes les souches. Il faudra diversifier et adapter en fonction de ça. Et puis surtout, il y a des marchés. Le marché de l'œuf, c'est 49%, enfin on va dire 50% des œufs achetés par les ménages, donc ce qu'on appelle l'œuf coquille, les œufs achetés dans les grands magasins, dans les grandes surfaces. Et puis 40% d'ovoproduits et de restauration hors domicile. Donc, si aujourd'hui, la distribution qui est aujourd'hui présente dans l'interprofession affiche sa volonté d'avancer là-dessus, je pense qu'on a commencé à discuter avec eux et pour une prise en charge, normalement, bon, je veux dire, il y aura des solutions qui seront trouvées. Enfin, c'est le but, tout du moins. Par contre, dans l'industrie agroalimentaire qui n'est pas présente dans notre interprofession, on est sur un marché qui est très compétitif. Et là-dessus, moi, j'ai tendance à dire, il faut regarder ce qui se passe sur notre marché européen. C'est un problème mondial, mais c'est aussi un problème européen, puisque nous sommes, je le rappelle, sur un marché européen où la filière ponte les filières pontes fonctionnent selon des règles rigoureusement identiques en termes de mode d'élevage, etc. Donc, il serait important que là-dessus, pour, je dirais, permettre à nos entreprises de transformation des œufs de rester compétitifs et qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, il faudrait que tous les pays, pour bien faire, idéalement, puissent aller avancer dans ce sens en même temps. Donc, voilà un petit peu les enjeux sur le plan économique. Je dirais sur le plan politique, donc là aujourd'hui, nous, on a un contact avec le ministre de l'Agriculture qu'on a rencontré au début de l'année, qui nous a dit, voilà, il faudrait écrire une feuille de route, nous dire vos engagements, à quelle date vous pouvez y aller. Donc nous, on lui a expliqué ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que techniquement, on a des méthodes qui sont en place, qui sont opérationnelles, qui méritent, enfin qui demandent qu'à se développer. Et à se mettre au point. Mais il faut aussi bien savoir que ce qu'il est important d'obtenir, c'est une certaine pérennité, une certaine durabilité des méthodes qui seront, enfin, et d'acceptabilité de ces méthodes. C'est-à-dire que si on demande à des entreprises d'investir, s'il y a une prestation qui se met en place, il faut aussi qu'il n'y ait pas une remise en question. Tout à l'heure, on a parlé de l'Allemagne qui a fait une loi, alors je ne sais pas si elle est votée définitivement, mais enfin, elle est au moins dans le circuit législatif. Il y a 2021 pour l'engagement pour aller sur l'ovosexage, et puis il y a 2023 ou 2024, je crois, pour aller sur un ovosexage, mais avec une date beaucoup plus précoce. Donc c'est un petit peu ça l'enjeu pour notre filière, c'est-à-dire d'avoir cette lisibilité, parce que les investissements, enfin les entreprises veulent faire des investissements, mais ils veulent savoir où ils vont et pas dans 1 an ou 2 ans qu'on leur dise voilà, il faut voir autre chose. On sait très bien que et ça a été très bien expliqué par Maxime Quentin, que l'ovosexage, je ne veux pas dire qu'il en est à son début, mais que le développement en est à son début, que la recherche continue, se poursuit, qu'il y aura encore des évolutions. Mais voilà, il faut savoir, et c'est justement là-dessus qu'il faut voir un peu, avoir plus de lisibilité. Et c'est un petit peu ça qu'on inscrit dans notre feuille de route. Un engagement de la filière d'y aller, ben, oui, effectivement, ça, je pense que la filière l'a inscrit dans ses priorités. Donc, on s'engage à y aller. Je pense qu'à partir de 2022, de toute façon, les entreprises qui ont commencé à s'investir là-dedans poursuivront et à partir de 2022, on peut parler d'un développement. Et puis, voir aussi donc, cette acceptabilité du consommateur à payer le prix que représentent ces nouvelles méthodes. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, effectivement, on n'a pas eu d'enquête à proprement parler sur cette question-là, sur ce sujet auprès du consommateur ou du citoyen en France, mais je pense qu'on aura très prochainement
quelques réponses là-dessus, puisqu'on est en train de travailler justement pour interroger, pour avoir un peu des sondages au niveau du consommateur sur ce point, à la fois sur l'acceptabilité, mais aussi sur l'acceptabilité économique, parce que c'est quelque chose qui, je veux dire, c'est la condition, hein, si on veut aujourd'hui rester compétitif dans notre filière et que le consommateur accepte donc de payer le prix donc, de nos produits. Je crois qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a atteint il y a quelques années cette souveraineté alimentaire dans notre pays. On est le premier pays producteur d'œufs en Europe. On est regardé par les autres pays, hein, Maxime l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, sur ce sujet-là. Donc, je pense que ça mérite d'avancer, prudemment, enfin, en bonne intelligence, mais ça mérite quand même d'avancer sur ce sujet et de façon aussi à maintenir notre compétitivité, je me répète, mais aussi notre souveraineté donc, dans notre pays. On a une filière qui est très proactive sur ces sujets-là, que ce soit le bien-être animal, que ce soit l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme ça a été souligné, l'environnement reste encore un enjeu très important. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Les sujets qui ont été présentés, moi je voudrais très sincèrement remercier l'équipe de l'ITAVI, hein, Maxime Quentin, Marie Bourrin et puis Isabelle, qui suivent sur ce dossier, qui nous accompagnent aussi. Alors il y a Young, mais il y a aussi nécessité pour nous, quand on a nos échanges avec les pouvoirs publics, ou même aussi au sein même de la filière, d'avoir des éléments c'est très important pour nous. Et je voudrais les remercier pour tout le travail qu'ils font et pour, je dirais, les informations qu'ils peuvent nous apporter pour bien nous éclairer sur ce sujet qui est hautement important. Oui, merci beaucoup Philippe. J'espère que, écoutez, ce petit moment passé ensemble vous a pas semblé justement trop long. J'espère que ça vous a en tout cas éclairé, que ça vous a apporté quelques réponses, que ça vous a aidé à relativiser un petit peu cette problématique en tout cas, et de vous assurer que la filière y travaille, Itavi compris. Je vais vous remercier pour ce moment, remercier encore une fois nos sponsors, Lomad France et Novoponte, pour nous avoir accompagnés sur ce webinaire. Je vais vous inviter surtout aux prochains épisodes de Télé-réalité Itavi, et la prochaine sera aussi d'actualité, malheureusement, celle de la biosécurité en aviculture, bien sûr extrêmement importante. Je vous inviterai aussi à nous retrouver le 15 juin pour la journée Itavi, multiplication et accouvage, et le 16 juin pour le webinaire influenza aviaire qui, quand vous aurez bien travaillé avec le webinaire biosécurité en aviculture, croisons les doigts pour qu'il n'arrive plus. Merci à tous. Merci à Philippe pour son intervention. Je te remercie d'avoir conclu cette matinée. Et merci à Marie, qui malheureusement a eu des problèmes de connexion. C'est la magie du direct. Et à Isabelle pour avoir repris le flambeau. Bonne journée à tous. Et puis, à très bientôt, je l'espère en tout cas. Bonne journée. Au revoir.